Hello, hello les amis, on se retrouve encore une fois aujourd'hui avec Stéphane et on va vous parler d'un sujet chaud bouillant là, ça vient de sortir ces dernières heures. Euh, World Athletics qui refuse le transfert d'allégeance de 11 athlètes internationaux qui voulaient concourir et devenir athlètes turcs. Vous en avez certainement entendu parler et aujourd'hui avec Stéphane on va essayer de comprendre et de vous expliquer pourquoi World Athletics se mêle de cette affaire-là et refuse le transfert d'allégeance, le transfert de nationalité sportive à ces athlètes-là, pourquoi ils en acceptent d'autres. Voilà, pour tout savoir un petit peu sur ces transferts d'allégeance à l'époque et maintenant, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. C'est une décision qui est sans précédent. Dans l'histoire de l'athlétisme, c'est jamais arrivé. Donc il y a le comité World Athletic qui s'est réuni et qui a délibéré. Ça c'était le 16 avril, c'était hier, après une demande de 11 demandes de transfert, d'allégeance, de naturalisation vers la Turquie de 11 athlètes. Les 11 athlètes naturalisés ou qui devaient être naturalisés, ça a commencé à se produire après, grosso modo, les JO de 2024. Pourquoi ? Parce que la Turquie est arrivée à la 64e place à la medal table aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils se sont dit, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de racoler, d'acheter. C'est la motivation principale de la Turquie, c'est d'acheter des nouveaux athlètes en en se disant on va construire des contrats avec le gouvernement entièrement financés par l'État turc, des contrats qui devaient être signés jusqu'en 2032 pour les Jeux Olympiques de Brisbane et qui prévoyaient, je dis bien prévoyaient, des salaires autour de entre 3 000 et 7 000 dollars par mois et une prime allant jusqu'à 1 million de dollars pour les champions olympiques en 2028 ou 2032. Donc ça, c'était vraiment la motivation de la Turquie. Ils ont contacté les athlètes, alors pas directement par leur fédération, je pense certainement par leur agent, 11 athlètes, parce que après 2024, ça a été un désastre monumental. Et l'État s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour restructurer un peu le côté sportif du très haut niveau de la Turquie. Il y a 11 athlètes, Alex, et sur ces 11 athlètes, il y a des athlètes de très très haut niveau. Il y en a qu'on connaît du grand public, il y en a qu'on connaît un peu moins, mais en tout cas, c'est 11 athlètes qui ont déjà eu, pour certains, des records du monde, faut le dire quand même, ou des médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ou Tokyo 2021. Ouais, là, on va vous parler donc des 11 athlètes qui sont sortis dans la presse, qui avaient accepté à peu près officiellement l'idée de concourir pour la Turquie, mais on imagine qu'il y a eu beaucoup de demandes de la Turquie, qu'ils ont vraiment essayé de ratisser large, et qui se sont pris des refus, forcément. Mais là, voilà, on va vous détailler un petit peu ces 11 athlètes qui sont dans le cœur de l'actualité. Donc, il y a quand même 4 Jamaïcains, donc pas les Jamaïcains forcément les plus connus, pas les sprinters, parce que les sprinters sont rois dans le pays du sprint, sont rois en Jamaïque et ils sont souvent bien aidés par la fédération. Parce qu'il faut savoir aussi que s'ils ont accepté l'idée de concourir pour un autre pays, c'est qu'ils s'estimaient un petit peu maltraités, moins mis en avant que d'autres athlètes dans leur fédération. Et ces athlètes-là, jamaïcains, il y a déjà pour commencer le lanceur de disque Roger Stona, et Roger Stona, c'est quand même le champion olympique de Paris 2024. Lui, c'est la vraie grosse tête d'affiche qui fait l'actualité avec ce transfert d'allégeance avec la Turquie. Champion olympique à Paris en 2024, record à plus de 70 mètres 17, et record olympique pour lui, 70 mètres 00. Il gagne les Jeux olympiques à Paris avec 70 mètres 00. Donc, c'est très très gros athlète. Il y a 3 autres Jamaïcains, un lanceur de poids médaillé de bronze à Paris en 2024 également, Rajindra Campbell, 22 mètres 31, record national de Jamaïque. Wayne Pinnock, le sauteur en longueur jamaïcain qui lui aussi est médaillé à Paris en 2024. Il est médaille d'argent au JO, médaille d'argent aux mondiaux 2023, argent aux mondiaux indoor également, record à 8 mètres 54. Très 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 gros athlète. Et pour moi, le plus gros coup, même si c'est celui qui n'a pas le plus gros palmarès encore, côté jamaïcain, c'est Jaden Hibbert, le triple sauteur. On en a tous entendu parler ces deux, trois dernières années. Il a le record du monde junior du triple saut. Et il a sauté à 17 mètres 87. Rendez-vous bien, en junior. Hein. C'est très très fort, 17 mètres 87. Il avait fini dans le top 8 aux Jeux Olympiques. Il a été champion du monde junior, bien évidemment. Et c'est un athlète en devenir incroyable. C'est
c'était une très belle affaire de la Turquie de récupérer potentiellement Jayden Hibbert qui a toutes ses chances d'être podiumé, voire titré en 2028 et même en 2032. Ensuite, il y avait 5 athlètes kenyans. Des athlètes kenyans, bon, il y en a tellement des athlètes kenyans qu'on les connaît pas tous forcément, mais là, il y avait du lourd. La vice-championne olympique quand même, Brigitte Kosgei sur marathon, qui a gagné plusieurs majeurs, qui a gagné 5 marathons majeurs. Elle a été recordwoman du marathon en 2h14. Donc voilà, ça c'était une des filles kenyanes qui était approchée par la fédération turque. Ronald Kwemoy, un autre athlète vice-champion olympique du 5000 mètres en 2024. Ensuite, Brian Kibor, un athlète à 58-39 sur le semi-marathon, donc vraiment pas des peintres. Et côté kenyan, il y en avait encore deux, Catherine Raylin Amanagole, donc elle qui faisait pareil, du semi-marathon, 10 km, et un profil un petit peu plus modeste qu'on connaît vraiment pas du tout, Nelvin Jepkenboy, qui a quand même fait 29,45 sur le 10 km route. Donc c'est quand même vraiment pas rien. Et ensuite, il y a deux autres athlètes, donc des Jamaïcains, des Kenyans, et il y a une Nigériane, mais on va finir par la Nigériane. Il y a la Russe, une heptathlonienne, Sofia Yakushina, qui avait trouvé, à mon avis, le moyen de pouvoir participer à des compétitions internationales en étant russe, mais pas sous le drapeau russe, qui a un record en 6260 à l'heptathlon. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Elle était en NCAA à Texas A&M. Elle a gagné le championnat. Une bonne athlète, mais pas incroyable. Et on va finir par la Nigériane, Favour Ofili, qui, elle, au-delà du fait de vouloir représenter la Turquie, voulait surtout ne plus représenter le Nigeria, car elle a été au cœur d'un imbroglio pour Paris 2024. Elle a été inscrite par sa fédération sur le 200 mètres et sur le 4 x 100 mètres, mais ils avaient oublié de l'inscrire sur le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Toute une vie, on s'entraîne pour participer aux Jeux Olympiques. Alors, elle a participé aux Jeux Olympiques, 200 mètres, 4 x 100. Mais le 100 mètres, c'est l'épreuve reine. Elle avait quand même cette année-là couru en 10,78, un petit peu trop vantée, mais elle pouvait largement se qualifier en finale. Et pourquoi pas aller titiller un podium, on ne sait jamais. Et sa fédération l'a oublié de l'inscrire. C'est quand même assez incroyable. Elle finira quand même 6e du 200 mètres au JO de Paris 2024, mais elle était un peu inconsolable de ne pas avoir pu participer aux 100 mètres. Donc elle, c'est un cas encore différent parce qu'il y a un vrai contentieux avec sa fédération. On va en parler avec Stéphane, mais on pouvait presque, elle, comprendre sa volonté de fuir un peu les dirigeants qui l'ont un petit peu lésé sur les JO de Paris 2024. Voilà, ça c'était les 11 athlètes qui sont dans l'actualité à l'heure actuelle et qui ont vu leur transfert d'allégeance être refusé par World Athletics, à voir la suite qui va être donnée à ces procédures. Mais bon, avec Stéphane, on va un petit peu creuser le sujet et essayer de voir aussi ce qui s'est passé dans le passé, avant ces cas-là, s'il y a eu des transferts d'allégeance un peu douteux qui ont existé et qui ont été validés, et d'autres qui sont moins douteux, qui ont été validés également, avec notamment des Français qui ont pu changer d'allégeance, ou des étrangers qui sont devenus Français plus particulièrement. Il y en a eu forcément. Avant de juste d'analyser ça, il faut revenir sur ce que tu as dit, Alex, c'est super important. C'est que la Turquie met en avant quelque chose qui est d'une importance capitale dans cette affaire-là, c'est l'argument social. C'est-à-dire que la Turquie dit et affirme avoir mené la campagne de naturalisation la plus, et je cite ce qu'ils disent, la plus humaniste jamais entreprise, récupérant des athlètes délaissés par leur fédération, et promettent qu'ils deviendraient des rôles modèles pour les jeunes talents turcs. Donc ils se sont targués vraiment d'avoir cet argument social-là, ce qui est à mon avis vrai sur certains profils d'athlètes, tu l'as très bien expliqué, mais sur d'autres c'est complètement faux, c'est juste pour récupérer des médailles. C'est forcément ça. Si on analyse un tout petit peu plus le côté quand même juridique de cette décision-là, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans et demi, ils ont déjà obtenu, ces 11 athlètes, la nationalité, mais civile. Ils l'ont déjà. Et quand on a la nationalité civile, on ne peut pas concourir pour deux pays différents, à ce jour, deux pays différents, dans un délai de 3 ans, avant d'être totalement intégré dans le pays sur le côté sportif. C'est-à-dire qu'il y a un délai de carence qui s'appelle un délai de carence de 3 ans. Et c'est pour ça que Stona, Pinnock et Campbell, par exemple pour citer uniquement les Jamaïcains, ils n'ont pas participé au championnat du monde 2025 l'année dernière à Tokyo. Donc c'était une stratégie qui était évidemment favorisée par la Turquie pour pouvoir les intégrer pleinement, pour
les prochains Ultimate Championship ou pour les prochains championnats du monde à Pékin en 2027. Ça veut dire que ces athlètes-là ont clairement tout perdu. Ils ont perdu leur relation avec la fédération jamaïcaine, parce qu'alors là, je vois pas comment la fédération jamaïcaine va continuer à les aider. Ils ont clairement perdu ces 3 ans, donc des primes, donc une visibilité sur les championnats du monde à Tokyo. Surtout Stona qui était champion olympique juste avant et que c'était le premier non européen à être champion olympique du lancer de disque depuis 1976. Donc c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et en plus de ça, ils n'avaient aucun lien réel avec le pays. Donc c'est vraiment un refus du World Athletic et c'est vraiment une décision historique. Pour rentrer un peu plus dans les détails sur ce qui s'était passé et les pionniers, alors on va parler de certains noms que vous connaissez, d'autres un peu moins. Moi, le premier nom que j'ai envie de parler, Alex, avant que tu nous expliques un peu qui était vraiment le vrai pionnier de tout ça, pour moi c'est Wilson Kipketer. Parce que Kipketer, c'est celui qui a marqué pour moi la naturalisation et c'était une naturalisation qui est différente de ce qu'on a vu, de ce qu'on va voir là sur les 11 athlètes. Pourquoi? Parce que Wilson Kipketer, coureur de 800 mètres, 3 fois champion du monde de 800 mètres, record du monde, ancien record du monde avant Rudy Shah, une 41-11. La légitimité pour qu'il change de pays entre le Kenya et le pays adopté, c'est le Danemark, il était très très haut. C'est une légitimité qui est très très haute. Pourquoi? Parce qu'il vivait au Danemark, parce qu'il a fait des études d'ingénierie électronique au Danemark en 1990. Donc sa demande de naturalisation danoise, franchement, elle est tout à fait cohérente. Il a même épousé une Danoise et il a décidé de vivre avec sa famille au Danemark. Ça, c'est Ouais. le premier exemple. Ouais, donc ça souffre d'aucune contestation. C'est des parcours de vie qui font qu'on est amené à changer de pays, à s'installer dans un pays et par la force des choses, un petit peu naturellement, de prendre la nationalité du pays et de représenter ce pays-là. Je trouve ça, là vraiment, ça souffre d'aucune contestation. Le premier vrai précédent auquel on peut identifier l'histoire des 11 dont on vient de vous parler, c'est le Kenyan né Stephen Cherono, devenu Qatari Saïf Saïd Chahine en 2003. Voilà, le Qatar achète entre guillemets cet athlète pour préparer les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et il le change de nationalité et là il n'y a aucun lien entre cet athlète kényan et le pays du Qatar. C'est le vrai premier, comme on appelle le nation shopping. Voilà, on achète une nation avec des rumeurs de primes d'1 million de dollars, une rente mensuelle, exactement ce qui s'est passé pour la Turquie et les athlètes dont on vous a parlé un petit peu précédemment. Là, c'était vraiment le premier cas dans l'histoire, en tout cas celui qui a fait vraiment parler beaucoup. Et c'est ce genre de choses qui a poussé World Athletics à verrouiller davantage le système que ce qu'il était déjà à l'heure actuelle et à créer vraiment des conditions de changement et de transfert d'allégeance. Donc une première loi a vu le jour un premier règlement a vu le jour en 2003, règlement qui a été encore un peu plus poussé assez proche de nous en 2017, 2018 et là qui va être encore plus amendé, on va dire, avec cette décision du 16 avril 2026 avec les athlètes qui voulaient changer d'allégeance pour la Turquie. Donc vraiment, Saïf Saïd Chahine, c'est le premier, en plus c'est le recordman du monde du 3000 mètres steeple, c'était un très très gros athlète à l'époque, hein. On se rend peut-être plus compte nous maintenant parce que c'était il y a plus de 20 ans, mais voilà, il est toujours recordman du monde si je dis pas de bêtises et même si certains athlètes s'en sont approchés, non, il l'est plus à Paris. À Paris, ça a été battu. C'est vrai, à Charletti par Guirma, je crois. Mais voilà, il a eu un record du monde du 3000 mètres pendant beaucoup d'années. Et c'était vraiment un gros sujet à l'époque. Il y a d'autres athlètes, Stéphane, qui ont changé de nationalité et ça a été accepté par World Athletics. Des cas peut-être plus ou moins connus. Moi, j'ai envie de vous parler premièrement de Ray Benjamin, on le sait pas forcément, mais à la base il était nationalisé à Antigua et Barbade, et lui il a fait quand même le chemin un peu inverse de tous ces athlètes-là dont on a parlé, qui vont d'un pays très fort vers un pays peut-être un peu moins fort et qui potentiellement auront plus de facilité à se qualifier dans un grand championnat, parce que lui il est passé de Antigua et Barbade vers les États-Unis sur une discipline 400 mètres 4H 4x4 où c'est quand même très dur d'être dans le top 3 aux trials. Donc lui, c'était une double nationalité qu'il avait. Et en 2018,
il est devenu, il s'est mis à représenter les États-Unis. Un petit dernier ou deux encore qu'on connaît un petit peu, qui sont des athlètes actuels. Joe Fambuley, pardon, euh, cet athlète de 200 mètres qui concourait pour les États-Unis en début de carrière, qui avait la nationalité euh, États-Unis et Libéria. Maintenant, on le voit représenter le Libéria sur les grands championnats avec ces maillots qui sont un petit peu, toujours un peu sympas, les maillots du Libéria, je trouve. Ils essaient de faire des choses un peu originales. Moi, j'aime bien. Donc, lui, il avait cette double nationalité et à un moment donné dans sa carrière, il a demandé à pouvoir courir pour le Libéria. Et Stéphane, on va lancer le débat aussi sur les athlètes cubains. Là, c'est un autre débat, j'ai envie de dire. On prend l'exemple de Pedro Pablo Pichardo, par exemple, qui est passé de Cuba au Portugal. Mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont passés de Cuba à l'Italie. Il y en a qui sont passés de Cuba à l'Espagne. Ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Mais là, je crois que World Athletics accepte ces transferts d'allégeance parce qu'il y a un vrai problème de droits de l'homme avec le pays Cuba pour les athlètes et du coup il favorise même je pense le changement d'éligibilité car les athlètes au final fuient leur pays et demandent à être réfugiés dans d'autres pays et au final peuvent concourir pour ces autres pays-là. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Il y a des raisons pour chacun et chacune de ces athlètes-là. Et il faut vraiment pas juger. Il faut pas vraiment juger ce qui est en train de se passer là. Il y a des athlètes, notamment des anciens athlètes kenyans aussi, qui ont demandé des naturalisations et ça a été refusé par manque même de budget parce qu'ils n'avaient pas les bons agents, ils n'avaient pas les bons contacts. Alors que ces athlètes-là, dans d'autres pays, pourraient très bien vivre. Il y en a qui ont fui aussi des guerres. Il y en a vraiment, il faut pas juger tout ça et c'est aussi notre rôle, à mon avis, dans ce podcast, de dire faites-vous votre propre avis, mais attention à ne pas juger les athlètes. On pense notamment à Bernard Lagat, par exemple, qui est parti du Kenya aux États-Unis. Il y a des raisons aussi pour que Merlin Oté part de la Jamaïque en Slovénie, Linford Christie de la Jamaïque en Grande-Bretagne. Dans tous les cas, la Jamaïque et le Kenya, ce sont les deux pays qui ont perdu, entre guillemets, le plus d'athlètes. En tout cas, les athlètes qui se sont naturalisés dans d'autres pays, la Jamaïque et le Kenya. On le sait, c'est des pays qui sont un peu plus pauvres que d'autres pays. C'est très rare de voir l'inverse. Je veux dire, je sais pas moi, le Canada qui va vers le Kenya ou des choses comme ça, ça n'existe pas, pas du tout. Ou l'Allemagne vers le Ghana, c'est très rare, ça a été fait au football, mais pas vraiment C'est vrai. en athlétisme. C'est assez rare. Je crois que c'était Boateng, il me Ouais, semble, c'est ça, ouais. c'est ça, de l'Allemagne au Ghana dans les années 2015, 2010 peut-être 2010. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, il faut pas juger, ça c'est super important. Niveau euh, tarif, j'ai envie de le dire comme ça. Niveau tarif, combien ça coûte pour que la Turquie puisse naturaliser 11 athlètes? On est sur des sommes entre 6 et 7 millions de dollars, tout compris, avec des frais, avec les installations, avec tous les stages, etc. Tout ce qui est promis à ces 11 athlètes, avec des frais juridiques, avec des frais d'avocat, ils estiment à 6 à 7 millions. Ce qui est, quand on y réfléchit, très très peu par rapport à ce que la Turquie peut regagner. Parce que la Turquie, c'est le pire résultat, je vous le redis, en 2024, avec une 64e place pour la Turquie. Ce n'est jamais arrivé. Ils étaient toujours 20e, 25e, 30e, 64e. Aucune médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est une dinguerie. Franchement, pour la Turquie, c'est quand même assez rare de voir ça, même si c'est pas le plus grand pays européen ou même mondial. On parle beaucoup des étrangers, je sais qu'il y en a qui jugent beaucoup, mais en France, on a eu aussi des cas comme ça. Le dernier cas le plus connu, c'est Sacha Zoya. Sacha Zoya, Australie, France. Alors lui, il est né en Australie, mère française à Clermont-Ferrand, père zimbabwe. Il faut pas tout confondre. Il a été formé à l'INSEP, il a été formé par des entraîneurs aussi à Clermont-Ferrand. Il a fait des allers-retours entre l'Australie et la France. Il a décidé d'aller en France. Ça, c'est un cas avec une légitimité qui est très haute, peut-être la plus haute qu'on ait connue. Ouais, et là, on parle de Sacha Zoya et on parle les 11 dont on parle de transfert d'allégeance. Ça veut dire qu'ils avaient déjà représenté leur pays d'origine en compétition internationale. Sacha Zoya, il n'y a pas eu de transfert d'allégeance, il a eu à faire un choix entre ces trois nationalités possibles. Comme tu l'as dit, Australie, France ou Zimbabwe. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais par contre, il y a eu, côté français, Stéphane, des transferts d'allégeance avec notamment Younis Barber, qui représentait le Sierra Leone au niveau international, qui a fait médaille en 97, je crois, au championnat du monde pour le Sierra Leone et qui ensuite est devenue française avec la carrière
qu'on lui connaît, notamment avec son titre mondial en 99 et sur l'heptathlon et son titre mondial à Paris en 2003 sur la longueur, avec sa médaille d'argent également en 2003 sur l'heptathlon. Donc ça, c'est le cas Eunice Barber. Côté français, Stéphane, il y en a d'autres aussi, si tu veux, peut-être des plus jeunes, des plus récents aussi. Ouais, bah, Mekdes Waldou aussi, hein, qui a changé de nationalité de l'Érythrée vers la France. Et franchement, c'est trop bien pour la France. C'est trop bien. Il faut aussi se dire que la France a besoin de ce vivier-là parce que ces athlètes s'entraînent en France. C'est pas des mercenaires. Ils s'entraînent en France. Ils font leur étude en France et on les accueille avec grand plaisir en France. Il y a aussi un tout jeune qui va peut-être révolutionner les haies comme l'a été Sacha Zoya ou Ladji Doucouré. C'est Jared Egizian qui est né au Nigeria et qui s'entraîne en France. Il s'entraîne en France depuis qu'il a 1 an. Alors il s'entraînait pas à 1 an, mais il est né au Nigeria. Il est arrivé en France à l'âge de 1 an. Il est du Val d'Oise. Il a fait 7,43 sur 60 mètres et cadet cet hiver à Val de Reuil. C'est le record du monde U18. Et sa tête-là, il a demandé la nationalité française. Donc c'est même pas la France qui l'a recruté, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il est né quasiment en France et c'est tout à fait normal que cet athlète-là soit naturalisé pour l'équipe de France et pour la France. Bon, le débat, Alex, il est quand même assez fort en ce moment. C'est de savoir si les nations achètent ou pas les athlètes. Je dis bien le mot acheter parce que là, on parle vraiment de financier. On parle de financier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de 3 à 7 000 dollars par mois, ce qui est pas énorme. Mais il y a une prime d'1 million pour être champion olympique. Il y a aussi une reconnaissance du pays avec d'autres primes un peu plus détaillées. Toi, Et qu'est-ce que puis t'en penses? il y avait une prime il y avait une prime à la signature aussi. Aussi, ouais, ouais. Donc oui, ils étaient loin d'être à plaindre les athlètes qui s'étaient lancés dans cette démarche. Mais maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ils ont plus le droit ils ont la nationalité turque pour la plupart, je crois, maintenant. Mais ils peuvent pas concourir pour la Turquie, c'est interdit par World Athletics. Il y aura certainement des recours, ça va prendre quelques temps à mon avis avant d'arriver à une décision finale. Mais en attendant, les athlètes pâtissent de cette situation. Ils sont dans le flou et c'est pas bon pour leur morale, pour les conditions d'entraînement. C'est jamais bon. C'est pas les meilleures conditions pour s'entraîner à être performant. Sachant qu'ils vont revenir la queue entre les jambes avec leur fédération initiale, le Kenya, la Jamaïque, le Nigeria et la Russie. Donc c'est compliqué. Après, il faut quand même vraiment bien faire la différence entre transfert d'allégeance. Dans ce cas-là, voilà, ils ont participé à des compétitions avec la Jamaïque, avec le Kenya. Ils voulaient changer de pays, de représenter de pays. Et l'effet que même le jeune hurdler français dont tu viens de parler, qui lui a choisi la France, au final, il n'a jamais couru pour son pays de naissance. C'est vraiment des choses bien différentes. Dites-nous vous ce que vous en pensez, les amis. Savoir, c'est quand même des cas particuliers, c'est assez technique. On espère avoir été capable de vulgariser un petit peu les choses et que vous ayez un peu compris les différences entre chaque cas. Mais pour finir, on peut prendre aussi deux autres exemples d'athlètes extrêmement connus, comme Mo Farah par exemple. Lui, il s'était réfugié de manière illégale, hein, on l'a appris il y a quelques années maintenant, mais de manière illégale, il s'était réfugié en Grande-Bretagne. Il était donc devenu britannique et il avait concouru donc pour le Royaume-Uni avec le succès qu'on lui connaît. Et à peu près dans la même situation, Sifan Hassan, qui elle avait été éthiopienne d'origine et qui a été devenue néerlandaise. Mais ça, c'est des parcours de vie en fait où il fuit des conditions de vie délicates, difficiles, impossibles peut-être même, pour aller dans un pays plus facile à vivre pour eux. Et de fil en aiguille, par exemple, Sifan Hassan, en 2013, elle a obtenu la citoyenneté néerlandaise et elle a pu représenter les Pays-Bas en compétition internationale, elle aussi avec les succès qu'on lui connaît. Donc il y a vraiment, c'est souvent lié à des parcours de vie, ces changements de pays, ces changements d'allégeance, ces choix de nationalité. C'est jamais simple. Mais en tout cas, c'était le sujet du jour. Et là, World Athletics a tapé un grand coup de poing sur la table en disant c'est fini les bêtises. On a le droit
de faire des changements d'allégeance quand les parcours de vie le justifient, quand il y a vraiment des justificatifs, on a des arguments à faire valoir. Là, c'était vraiment juste le Qatar qui se croyait dans Athletic Manager et qui voulait créer une équipe pour gagner des médailles aux championnats du monde ou surtout aux Jeux Olympiques de Los Angeles et Brisbane. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez de toutes ces histoires, les amis, en restant le plus bienveillant possible. Hein. Les athlètes sont au cœur de quelque chose qui est pas évident pour eux, c'est sûr. Et on va suivre ce que ça donne dans les semaines, dans les mois à venir. À très bientôt, les amis. À plus.